En deuxième partie d'émission, nous avons Cyril Latour, qui vient de sortir un roman, La seconde vie de Clément Garcin, aux éditions Lamourier. Pour vous présenter le plus brièvement possible Cyril Latour, je lirai une présentation qu'on trouve sur Internet. Dans sa vie professionnelle, Cyril Latour, né à Paris en 1978, rédige des critiques de cinéma et des dossiers de presse pour la télévision. Dans sa vie privée, il écrit « De ma formation scientifique, à laquelle a succédé une très brève carrière d'ingénieur, j'ai au moins retenu une règle géométrique simple. Des lignes parallèles ne peuvent se croiser. Critique de cinéma, rédacteur de dossiers de presse pour la télévision, apprenti documentariste, réalisateur occasionnel de bonus DVD, musicien, bassiste pour Tim Chesley et les Trois Zik. Ma vie me fait parfois l'effet d'un empilement de strates qui s'accumulent davantage qu'elles ne se complètent. L'écriture joue là un rôle déterminant, aussi structurant que libérateur. Et l'activité discrète jusqu'à la clandestinité qui nourrit toutes les autres et s'en nourrit en retour. Elle est la dernière parallèle, celle qui croise toutes les autres. Ça veut dire quoi la dernière phrase? C'était une licence poétique que je me permettais dans cette introduction. Alors c'est quoi vos autres activités, par exemple? Ça a toujours rapport à l'écriture? Oui, alors c'est vrai que je faisais la distinction entre rédiger, professionnellement c'est mon métier, c'est de rédiger. Je suis même, sur ma fiche de paye, je suis rédacteur. Donc c'est des dossiers de presse, effectivement des critiques de cinéma. Donc ça partie liée à l'écriture, il y a une autre partie qui est beaucoup plus liée à la vidéo. Je fais comme je le disais là, des bonus DVD, des choses comme ça. C'est quoi des bonus DVD, moi qui sais pas? Bon, c'est pareil. Enfin, en l'occurrence, c'est pour France Télévisions, on peut citer. Ce sont des petits tournages sur les émissions de la chaîne ou sur les séries télé ou les téléfilms, voilà, des mini vous êtes le metteur en scène de ces bonus? Voilà, oui, c'est des petits reportages sur les coulisses, comment ça se passe un tournage, voilà, ce genre de choses, des interviews. J'ai une formation de journaliste plutôt au départ. Après une période ingénieur. C'est quoi votre formation alors? Donc j'étais ingénieur et ensuite je me suis réorienté, j'ai fait l'Institut français de presse, donc qui m'a un peu plus plongé dans l'écriture. L'écriture était toujours quelque chose de sous-jacent, presque clandestin, comme j'aime à le dire. Et voilà, petit à petit, dans ma vie professionnelle, je me suis réorienté vers l'écriture, mais c'était pas suffisant, c'était de la rédaction, c'était pas encore de l'écriture. Et donc ça me travaillait d'écrire vraiment dans un contexte plus littéraire et plus personnel. Et c'est comme ça que j'ai écrit un premier roman, et puis le deuxième pour lequel le premier, après coup, quel retour vous en avez eu? Si vous avez reçu, on n'avait pas encore les retours. Plutôt bon. J'ai notamment eu le plaisir de recevoir un prix qui s'appelle le prix du métro Goncourt, et qui m'a fait qui m'a fait du bien parce que on sait jamais trop où on va. On sort un premier roman, il y a la satisfaction d'être publié, mais au-delà, je sais jamais tellement quelle est la vie d'un livre, qu'est-ce qui fait que les gens vont le lire ou pas. Et j'ai eu la satisfaction d'avoir été lu et d'en recevoir des commentaires et comment dire, je me suis rendu compte, c'est un peu naïf ce que je dis, mais que l'écriture est un travail très solitaire, un peu autiste presque, et j'ai eu la surprise de découvrir que c'était en fait une occasion de rencontre énorme, et que de rencontres réelles, puisque en recevant un prix ou juste en rencontrant mon éditeur Lamourier, à travers la lecture, ça crée quelque chose de l'ordre de la rencontre amicale, professionnelle, quelque chose d'assez, disons, où il y a beaucoup d'affect. Et puis il y a toutes les rencontres qui sont celles que je connais moi en tant que lecteur, quand on a l'impression de rencontrer un livre, un auteur, d'être en empathie, de recevoir quelque chose, de ressentir quelque chose. Et je suis très touché de réaliser que ça a eu lieu pour certaines personnes à travers le premier roman. Et là, le deuxième roman est tout frais, il est sorti à la fin de l'année dernière.
Donc je ne sais pas encore ce qu'il en est, mais d'être ici, c'est déjà une forme de rencontre. Donc c'est plutôt une satisfaction. Pourquoi ce titre déjà a commencé comme ça? Alors la seconde vie de Clément Garcin, je pense que c'était un peu en réaction au titre du premier roman qui était plus obscur, qui s'appelait De l'univers visible et invisible, et qui pouvait avoir quelque chose de pas très roman, justement, d'un peu essai philosophique, ce que le bouquin n'était pas. Mais donc là, j'avais envie d'un titre qui accroche beaucoup plus dès la couverture sur le fait qu'il s'agissait vraiment d'un roman et d'une fiction. Et il me semblait que citer le nom d'un personnage dans le titre, c'était déjà une manière de rentrer dans une fiction. Et la seconde vie de Clément Garcin, la seconde vie, c'est qu'il s'agit d'un homme qui sort d'un long coma et qui doit réapprendre, reconquérir une vie qui n'est pas exactement celle qu'il a vécue avant. Et donc c'est le second don de vie qu'il reçoit. Et est-ce qu'il le reçoit bien ou pas, c'est toute l'affaire du roman. Je vous laissez d'ailleurs à la fin moi je dirais une fin ouverte. Oui. Une fin qui a été l'occasion de débat d'ailleurs avec mon éditeur, parce qu'au départ j'avais prévu d'ajouter un petit épilogue qui fermait peut-être un peu trop les choses, et qu'on a décidé finalement d'un commun accord d'enlever pour rester sur quelque chose de très ouvert. Et ça prend quand même sens aussi dans la dernière lettre de l'étudiante. Voilà, oui. En même temps, il y a les deux à la fois, on peut dire. C'est une particularité à votre livre. C'est vrai que en parallèle de ce récit de cette seconde vie, il y a toute une série de lettres dont on ne sait pas exactement au départ par qui elles sont écrites, et qui interrogent la figure de Lazare, puisqu'il s'agit aussi d'une résurrection. Et donc les deux histoires s'entremêlent et me permettent de passer, disons, d'une approche peut-être plus théorique à une approche plus fictionnelle et sensitive, afin de mélanger un peu les deux questionnements autour de cette seconde vie, de cette seconde chance, de cette seconde appropriation des siens et du monde de l'époque dans laquelle on vit. Comment vous est venue l'idée de commencer un texte sur ce sujet, ce livre? C'est venu d'où? Je crois qu'au départ, c'était une interrogation peut-être trop grande pour moi, qui est très métaphysique et peut-être un peu plombante. Juste quel sens on donne à une vie, et j'ai toujours été fasciné par la résurrection de Lazare, notamment dans la Bible. J'ai une éducation catholique, et dans la Bible, il est question de cet homme qui est mort et qui est ressuscité au bout de 4 jours, alors qu'il est décrit comme vraiment déjà mort. Il pue, c'est décrit dans la Bible. Il est vraiment... ce que vous reprenez, c'est véridique Ah oui, les extraits sont... non, je sais pas. Et donc ça m'a toujours intrigué, disons, dans une lecture purement factuelle des choses, pas du tout... quand on enlève ce qu'on peut y mettre de religieux, la crudité dans la Bible de la description de la résurrection de Lazare, et le fait qu'on n'en parle plus du tout après. Voilà, c'est que ce type était mort, et par la puissance d'un miracle, il ressuscite, et on ne s'intéresse pas du tout de savoir ce que ça représente pour lui d'être passé de l'un à l'autre, et comment il accède à cette seconde vie. Donc au départ, c'était plutôt un questionnement un peu théorique là-dessus, et qui s'est entremêlé à des questionnements plus artistiques, parce que Lazare est une figure importante de la littérature. Dès la première phrase, il y a déjà le décor, l'accident, tout ça. Oui. Vous forcément, vous l'aviez pensé, le livre. Oui, c'est vrai. Forcément, là, puisqu'avec le début qu'il y a, on peut pas dire que... Oui, mais disons que c'était
l'envie première, c'était de trouver une manière de parler de Lazare qui soit actuelle. Et donc effectivement, ça passe par, disons, le miracle à l'heure actuelle, il est plus religieux, il est scientifique. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'un homme qui a un accident de voiture très grave, qui passe des mois dans le coma entre la vie et la mort, voilà, par la puissance de la médecine, mais aussi le hasard de la médecine. Enfin, il y en a qui s'en sortent et il y en a qui s'en sortent pas. Et voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui s'en sortent, et qu'est-ce qu'on en fait après quand on a reçu ça, enfin, quand on revient. Ce livre, c'est la vie d'un homme après un accident. Est-ce le thème de la cassure qui vous intéressait? Il y a deux côtés, il y a deux versants là à sa vie. Alors c'est vrai que c'est un personnage, la cassure en tant que questionnement, oui. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a vécu une très belle vie. La première vie était très belle, sans tellement de questions sur ce qu'il peut faire sens chez lui, dans sa vie, dans son approche de la vie, du travail, des autres. Et c'est un homme qui est bien dans son époque. Le récit se situe à la fin des années 90. Et c'est un homme qui est entrepreneur, qui a du succès, qui sent les choses, qui sent les développements technologiques, enfin, qui a quelque chose de tout à fait satisfait et satisfaisant. Et c'est vrai que la cassure vient comme un doute. Tout à coup, c'est un homme qui découvre le doute. Et que le doute, ça prend chez lui une forme de lucidité très froide, qui est la lucidité qu'on retrouve dans les figures mélancoliques. Regardez la question que j'ai après. Le fond du livre est mélancolique, tout en teint de pastel. Est-ce le sujet ou est-ce un de vos traits de caractère? Alors là, on va aller très loin. Oui, je pense que c'est un de mes traits de caractère. On en parlait un peu hors micro tout à l'heure. Il y a un fond qui fait la caractéristique et vraiment le charme du livre, quoi. On trouve une teinte particulière dans ce livre-là, il y a aussi ce qui se passe en même temps à la bourse, la bulle Internet, puisque c'est une start-up dans laquelle travaille le héros, et tout s'écroule et c'est la fin d'un monde. C'est la fin d'un monde. C'est vrai que c'est la fin. Oui, ça m'intéresse aussi cette partie-là des années 90, où surtout que maintenant il est de nouveau question de start-up, il est de nouveau de question d'une espèce d'engouement économique autour d'Internet, et on a oublié que dans les années 90, il y a eu ce même engouement qui a explosé en vol en quelques mois, et qui a laissé beaucoup de gens sur le tapis. Et donc ça m'intéressait aussi, mais disons presque comme un clin d'œil, mais de revenir là-dessus, de ne pas oublier ça. C'est-à-dire ne pas oublier non plus les accidents que nous réserve l'époque, la vie qu'on peut mener, quoi. Et donc il y a ce parallèle entre l'accident physique et l'accident économique. Et de nouveau, ce que vous citiez, l'accident comme fracture et la fracture comme question. Et donc c'est ce qui fait qu'effectivement l'ensemble du livre, et mon éditeur se plaît à décrire l'écriture comme cotonneuse. Et je me souviens que quand j'étais venu ici parler de mon premier roman, vous aviez souligné le côté un peu brumeux de l'affaire, comme si le personnage était dans le brouillard. Et je crois que effectivement, c'est un de mes traits de caractère, et c'est aussi certainement ce qui me pousse à écrire, que de chercher à comprendre ce brouillard, quoi. Non pas à le dissiper, ce serait trop facile, mais à le comprendre, et donc à l'intégrer d'une certaine façon. Ça peut être un brouillard pastel aussi. Et tout à fait. Et ça peut avoir des très belles nuances. Je vais faire une citation, page 74. Alors le père Pierre, oui, ça c'est l'aumônier de l'hôpital, qui est un personnage bien typique, disons. Oui. Qui fume 2 paquets de gitanes, cigarette sur cigarette, qui ressemble pas tellement à un aumônier. On demande vraiment si... Oui. Le père Pierre lui a raconté qu'au Sénégal, les hommes portent le lafa en signe d'humilité vis-à-vis de Dieu, en épousant la forme de leur crâne. La calotte de laine permet aux musulmans durant la prière de toucher le sol avec leur front,
Clément n'a jamais compris le sens de ces gestes répétitifs. Il se méfie de toute prétention rituelle, spirituelle. Il voit davantage un acte de soumission que de respect. Clément ne croit pas en Dieu, mais porte un lafa et va voir de temps en temps un curé à l'hôpital où il a été soigné. Il y va comme on va au confessionnal. Comment pouvez-vous expliquer ces contradictions ? Alors là, oui, on en revient à mon cas personnel. Alors d'abord, effectivement, il porte un lafa, donc ces espèces de bonnets que portent les musulmans au Sénégal, parce que suite à son accident, il a le visage couvert de cicatrices. Et donc c'est un élément qui revient beaucoup dans le livre, ce bonnet, qui à la fois soustrait au regard ses cicatrices, mais d'une certaine façon révèle son histoire aussi. Enfin, donc, bon bref, ça c'était la parenthèse. Et ben, si j'en reviens à cette question du doute, qui tout à coup interroge de manière très fondamentale le héros, c'est effectivement un homme qui ne croit pas en Dieu, qui croit éventuellement en lui-même, au moins dans sa première vie, puisqu'il est entouré de succès et de bonheur et de richesse, qui s'est construit lui-même et qui, face à l'accident, découvre non seulement que l'accident est possible, que l'accident arrive, que l'accident lui est arrivé, et que pour autant, on vit dans un monde qui ne considère pas l'accident, qui se considère comme protégé de l'accident, en tous les cas le monde actuel dans lequel on vit, on est toujours éventuellement dans une gestion des risques, des prévisions, mais face à cette question de l'accident comme fracture, comme expérience, comme questionnement, dans un monde qui considère qu'il n'y a pas d'accident, je pense que forcément, une des orientations, c'est de se retourner vers celui qui serait responsable de l'accident. Mais il n'en parle même pas. Non. Parce qu'on voit ses pensées, quand il y a une forme aussi particulière, on voit ses pensées dans l'écriture. Oui. Mais il ne pense pas à Dieu, jamais. Il le nomme pas. Mais c'est vrai, il va voir un prêtre. Mais là, on pourrait dire que c'est un peu l'influence de sa mère. Oui, il y a quelque chose, parce que c'est l'influence de son éducation, du terreau dans lequel il a c'est elle qui lui envoie la première fois, je crois, ce curé. C'est ça, exactement. Et il devient presque un ami, en vérité. Oui. Plus qu'autre chose. Oui, un confident. Oui, un confident, comme je dis, un confidentiel. Oui, professionnel. Il y a de ça. Mais disons que c'est je sais pas quelle est la part de religion dans une vie, mais si elle passe par des relations d'amitié et de parole, c'est déjà plutôt une bonne chose. Mais effectivement, on n'a pas besoin de nommer la religion ou de nommer le... Vous êtes sur Radio Libertaire ici. Oui. Je suis désolé de parler de tout ça ici. Non, mais bon, c'est... On peut parler de tout ici. Oui, je sais bien. Mais justement, c'est... Non, mais c'est pas du tout un livre religieux. Non, parce que... Mais je pense que c'est aussi une approche qui, moi, m'est chère. Je peux pas ignorer d'où je viens. Je viens d'une culture, enfin même d'où on vient globalement, culture occidentale, judéo-chrétienne. Et l'autre facette du roman qui est occupé par ces lettres interroge l'histoire de l'art et l'histoire de la représentation de Lazare dans l'art occidental. On est pétri de ça quand même, même si on n'a pas forcément tous une relation intime, ou si on la refuse, ou si on... Pour moi, personnellement, je la refuse. Hein. Oui, mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est une comédie qu'on me joue, quoi. Mais je pense que toute... Dans ce sens-là, quoi. Voilà, moi je n'ai pas tranché. Voilà. Ouais, parce que moi, quand j'assiste, quand j'étais môme, quand j'étais tout gamin, ouais. J'allais à la messe, des fois ça m'arrivait, j'étais obligé, mais j'avais l'impression d'assister à du théâtre, quoi, vous voyez. Je rentrais pas dans le mystère, quoi. Oui. J'ai jamais réussi à croire. Mais c'est vrai que ça fait partie de mes interrogations, mais aussi par rapport au mystère de l'art. Qu'est-ce qui fait que face à... Celui-là, je le comprends plus. Alors c'est vrai que moi je déporte, je pense que... Parce que la jeune fille, elle se retrouve à Amsterdam, elle se retrouve dans les musées, quoi, en gros. Oui. Bon, donc là, c'est les lieux de... c'est notre culture. C'est l'histoire, c'est l'histoire même, c'est l'histoire. Mais c'est aussi une représentation qui est impalpable, le mystère. Qu'est-ce qui fait qu'on est sensibilisé face à une œuvre d'art?
et qu'éventuellement notre vie en est bouleversée, c'est un mystère pour moi qui est proche de celui des gens qui y croient et qui ont la foi, et qu'on ne peut pas atteindre, et qu'effectivement on peut se croire face à un théâtre, à une représentation, quand on est dans une église, quand on écoute le discours religieux. Il y a des moments où on se demande bien si c'est pas du flan, tout ça. Et la morale qu'ils amènent aussi, c'est quand même incroyable. Ouais. Il pourrait très bien dire... bon, je sais pas, on a fait des erreurs, Oui. On remet les choses à l'heure et on vit au 21e siècle, Ouais. quoi. Mais je pense... Non, moi je trouve vraiment c'est trop, quoi. Je... Votre curé, il est sympa, là, c'est vrai. Mais bon, là, les tous sont pas aussi sympas que ça, quoi. Bien sûr. Et lui, c'est un peu le curé des pauvres. Oui, non, puis il y a des dérives, hein, évidemment. Mais... Quand on voit les curés traditionnalistes, c'est ridicule, quoi. Non, parce que le vôtre, il est sympa, donc c'est pour ça qu'on a plutôt de la sympathie pour lui, quoi. Et Comme alors, les curés ouvriers, un peu. Alors en plus, ça fait penser un peu à ça, quoi, votre curé, dans son hôpital. Il se trouve qu'en plus, on écrit toujours d'où l'on vient, hein, je fais pas de mystère en disant ça. Il se trouve que dans ce roman, c'est un des personnages, enfin c'est le personnage qui a vraiment existé. Je l'ai vraiment écrit en pensant à quelqu'un qui s'appelait Pierre et qui était aumônier à l'hôpital, et qui était vraiment ce type-là, de prêtre ouvrier, à fumer des gitanes. Je sais pas s'il fumait dans les chambres d'hôpital, mais en tous les cas, il avait un côté, disons, une approche très terrienne de la religion, et je pense que pour rejoindre votre refus, moi c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché dans ce sens-là. Mais c'est le personnage qui vous touchait, c'était peut-être pas ses idées, quoi. Oui, mais il se trouve que ses idées étaient véhiculées aussi par son... ça forme un tout. Ouais. De temps en temps, un texte apparaît d'une jeune fille qui étudie les arts. Quel est le rôle de ce texte qui trouvera explication à la fin? C'est pourquoi vous l'avez mis, pourquoi vous... Alors, il y a, je pense, sans être dans la théorie, une approche un peu formelle qui est, pour moi, dans l'écriture, en tant que lecteur, et j'aime bien être un peu chamboulé quand je lis un livre, dans le rythme physique, vraiment, des pages. Tout à coup... c'était le cas dans mon premier roman où il y avait toute une deuxième partie très différente du reste. Et là, je crois que j'ai voulu un peu travailler un peu cette même matière, c'est-à-dire tout à coup être heurté dans la continuité de la lecture, être face à des lettres qui sont écrites d'une autre manière, qui sont en italique déjà, donc physiquement, il y a un autre rapport quand on lit. Que cette rupture crée, de la même manière que la cassure de l'accident crée des questionnements, que cette rupture dans le récit stimule la lecture, stimule le lecteur, et qu'on s'interroge sur la place de ces lettres, qui sont des interrogations parfois un peu fumeuses, j'en conviens, sur la manière dont Lazare a été représenté dans la peinture occidentale. Et ça va même jusqu'au cinéma des années 70 avec les films de zombies. Enfin, il y a une réflexion là-dessus. Et la réflexion en tant que telle, j'espère, nourrit le lecteur dans sa manière d'appréhender le récit principal, qui est celui d'une autre forme de résurrection, un homme qui sort du coma. Et puis, évidemment, sans dévoiler, ce ne sont pas des lettres purement théoriques, elles ont aussi un apport fictionnel, pour quand même qu'on s'y accroche, et que les deux récits se nouent de manière, j'espère, assez intrigante et satisfaisante pour la lecture, qu'on soit récompensé d'être passé par toutes ces ruptures. Tout l'entourage de Clément, sa femme, sa fille, ses amis, c'est cela qui le sauve. D'où lui vient la force de s'en sortir? Oui, comme en même temps il s'agit d'une fin très ouverte, je ne suis pas à 100% persuadé que c'est ça qui le sauve. Mais ça, c'est mon ressenti, et je préfère... En fait, c'est une réadaptation dans la vie quotidienne, en même temps. En même temps. Et en même temps, c'est il est à côté aussi. Voilà. Il s'étonne que les choses soient... si exactement à leur place, alors qu'il les a quittées, et quand il les retrouve, les choses, les gens, les relations,
que tout tienne si précisément la place qu'il occupait avant. Et disons que c'est une place qu'il n'avait pas remarquée, qu'il n'avait jamais remise en question avant. Et là, tout à coup, ça lui pose problème. Et donc je dis, à la fois ça le sauve et à la fois ça le déséquilibre. Disons qu'il va devoir trouver un autre équilibre pour accepter que les choses soient comme elles sont. Musique, Erwan. Hey, hey, Lazarus, working your backbone, swinging your shovel. Hey, hey, Lazarus, gold in your river, there forever. One of these days I'm gonna bring that hammer down. I'm working hard, but my heart is wearing out. Hey, hey, Lazarus, working your backbone, swinging that asshole. Hey, hey, Lazarus, gold in your river, there forever. The captain's bell, it swings from side to side. High on this hill, I'm working all the time. My hammer comes down hard on everyone. I bring it down until my work is done. Hey, hey, Lazarus, water won't do too deep was a mistake. Paleolithic hunters sang the song to give them strength to work the whole day long. I am the tramp slumped in your doorway. I didn't come to set you free. One of these days when all my work is done, I'm gonna rest in the lap of Abraham. You will not see my face come morning. I didn't come to set you free. Vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation. Vous pouvez contacter directement l'émission au 01 43 71 89 40. Nous recevons en première partie d'émission Zeno Bianu et en deuxième partie d'émission Cyril Latour. Comment écrivez-vous la nuit, le matin, au lit, au bureau, au café, à la main, à l'ordinateur, d'un jet, en reprenant beaucoup? Nous voulons tout savoir. Alors oui, j'aimerais beaucoup écrire au café, parce que c'est des endroits que j'aime beaucoup fréquenter. J'aimerais beaucoup écrire au bureau, comme un acte résistant, mais je n'y arrive pas. Donc j'écris très banalement chez moi, sur ordinateur, sur mon petit bureau. Jamais à la main? Et jamais à la main. Il se trouve que j'écris très très mal à la main et que si je me relis pas dans la demi-heure qui suit, ça devient des messages cryptés que j'arrive pas à reprendre. Donc non, j'ai besoin de l'ordinateur et j'ai besoin d'un temps, disons, pas du tout romantique. C'est pas du tout l'idéal de l'écrivain, je sais pas, qui écrirait en buvant du whisky ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un temps très très calme, très froid, en général le matin. Et assez concentré le plus possible et assez court.
Ce qui fait que je passe en fait beaucoup de temps à reprendre la fois d'après ce que j'avais écrit la fois d'avant. Et c'est un processus très très laborieux. Vous écrivez plutôt d'un jet ou en reprenant beaucoup, par exemple? Donc je reprends beaucoup. Et je pense que je rêverais de pouvoir écrire d'un jet, d'avoir tout à coup une longue plage de temps devant moi et de ne faire que ça. Et en fait, je pense que j'y arriverai pas du tout. Et ça marche parce que je suis frustré de devoir m'interrompre et que quand je reprends le lendemain ou un mois après, je trouve ça totalement nul ce que j'ai écrit, donc je recommence à réécrire. Enfin, et c'est dans ce travail-là. Et vous rayez? J'efface, oui, avec l'ordinateur, c'est radical. Et je reprends. Alors des fois, je fais des sauvegardes quand même en me disant bon là, peut-être qu'un mois après, je reviendrai et puis je me dirai c'était pas si mal. Mais voilà, c'est ce qui fait que c'est un travail en fait assez astreignant, ouais. Qui est Clément Garcin? Grande question. Je sais pas si, en terminant le livre, on a une plus grande idée de qui il est. Puisque lui-même, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Par l'accident et par le miracle de son retour à la vie, il s'interroge un peu plus sur qui il est. En tous les cas, si la question c'est de savoir s'il y a une part d'autobiographie ou je sais pas quoi, il y a forcément un peu de mes propres interrogations dans Clément Garcin. Et j'espère des interrogations qui rejoignent celles que peuvent avoir le lecteur en l'accompagnant, puisque c'est un trajet ce roman, donc on accompagne Clément Garcin voilà. La bulle financière d'Internet compte-t-elle beaucoup dans le moment que vit Clément, soit un moment triste, ou est-ce simplement le reflet de son époque? Je pense que c'est le reflet de son époque, et c'est là aussi quelque chose qui me fascine beaucoup dans le rapport qu'on peut avoir chacun à sa propre vie, mais aussi à sa propre temporalité, au fait d'être le fruit de son éducation, de sa culture, mais aussi de son époque, et comment on s'adapte à l'époque dans laquelle on vit. Voilà, je pense qu'on peut être assez insatisfait de la période dans laquelle on vit. Et c'est dans tous les cas mon point de vue, et donc Clément Garcin, lui, est quelqu'un qui en ce sens-là est assez différent de moi, puisqu'il est totalement satisfait et il se confond totalement avec l'époque dans laquelle il est. Il la comprend, il la sent, il l'utilise, et il devient un parfait représentant de ce mélange d'entrepreneuriat, de créativité, d'énergie qu'il y a pu avoir autour des startups en France et dans le monde, aux États-Unis, à ce moment-là. Et avec l'accident qui arrive, qui est l'explosion de la bulle financière, qui a pris beaucoup de monde de court, et qui a aussi laissé le champ libre à l'économie telle qu'on la connaît actuellement, et à cette formidable capacité de rebondissement qu'ont certains, de réintégration de l'économie, et quand on voit ce qui est devenu Internet, c'est-à-dire un supermarché, on peut être quand même assez surpris de se rappeler qu'il y a eu un autre engouement à un moment donné, quoi. Voilà, mais c'est pas le fond du bouquin, mais c'est, disons que c'est son contexte, parce que c'est, d'une manière plus générale, je m'interroge beaucoup sur qu'est-ce qui fait qu'on est de son époque ou pas, voilà, et qu'on est bien dedans et qu'on est bien avec. Je vous ai pas demandé, mais est-ce que vous voudriez en lire une partie? On n'a pas prévu. Mais si vous... Oui. Alors, il y a un extrait qui vous vient? Non. Moi, je pense que le plus simple, c'est le début. Ouais. C'est le plus simple. Je vais faire la première, le début, en apprenant à lire avec un micro sous les yeux. La lumière lui déchire les yeux. Un souffle violent s'empare de sa gorge, traverse sa trachée et gonfle d'un poison brûlant ses poumons. L'air se fraye un chemin inédit et douloureux à l'intérieur de son corps. L'impression d'avaler du verre pilé à chaque inspiration. Il sent cette gêne dans sa bouche, ses dents prennent plus de place qu'auparavant, sa langue a doublé de volume. Il veut parler, mais quelque chose obstrue sa parole. Un cri inarticulé emplit l'espace. Il le ferait taire s'il avait seulement conscience d'en être à l'origine. Il cherche à dégager sa bouche, il s'agite,
balance ses bras autour de son visage. À un moment, il est persuadé d'y être arrivé, de saisir quelque chose à pleine main et de tirer brusquement dessus. Mais rien ne se passe. Toujours ce cri insoutenable dans ses oreilles, relayé par le ululement des machines. Il ne se rend pas compte qu'il est incapable du moindre mouvement. Seul le bout de ses doigts a remué, tout doucement, timide salut adressé à l'inconnu. Bien évidemment, il ne se souvient pas de l'émotion qu'il a suscitée il y a tout juste 10 jours, quand, tirant soudain ses doigts de leur profond engourdissement, il a pour la première fois réussi à les faire bouger. Alexandra était là, assise sur ce fauteuil en sky que des mois de visite quotidienne commençaient à user. Elle tenait sa main inerte dans la sienne, suivait d'une voix douce le fil de cette conversation qu'elle se refusait à prendre pour un monologue. Elle parlait de son travail, de l'entrée de Linou à l'école, de la nouvelle carte postale qu'elle avait déposée sur la table de nuit. Elle n'a pas tout de suite réagi. À vrai dire, elle n'était pas sûre. Peut-être son imagination lui jouait-elle des tours. Peut-être n'était-ce que le battement de ses propres veines accentué par la pression de sa paume. Mais non, voilà que ça recommençait, distinctement. Oui, il répondait au contact de ses mains. Il bougeait. Il se réveille. Les médecins avaient tempéré son enthousiasme. Ils avaient parlé de réflexe, simple réponse à un stimulus. L'écho lointain d'un comportement passé. Dans le flot de paroles prudentes qu'elle se forçait à retenir, Alexandra entendit seulement le mot « réponse ». Et c'était comme si, pour la première fois depuis une éternité, on lui avait dit « espoir ». Une forme blanche apparaît dans le halo de lumière. On se penche sur lui, on le touche. Il le sent, oui, il le sent. Mieux, il le sait. Sa conscience fait comme une morsure à l'intérieur de son esprit. Désormais, il se souvient, mais il oublie aussitôt, en partie. L'événement lui revient par flash. Le temps se dilate et se précipite à la fois. Le bruit de la tôle qui se compresse, la fumée noire, le sang, le plastique qui fond, la douleur dans la poitrine. Oui, désormais, il se souvient. Pire, il se souvient qu'il se souvient. La séquence est montée dans le désordre, en boucle, et chaque nouvelle combinaison porte en elle l'écho de la précédente. Ce silence inexplicable après l'impact, fragment d'hébétude avant la panique. Une sueur froide l'envahit par vagues successives. Les questions surgissent, sans réponse. Il a les yeux grands ouverts, on s'agite autour de lui, il cherche un visage, mais il n'y a personne. Il y a juste des voix, ces voix qui sifflent, il les a déjà entendues. Elles disaient paralysie, brûlure, état végétatif, et lui ne pouvait pas répondre. Ce sont bien les mêmes voix. Ce sont bien les spectres de ce cauchemar dont il s'extirpe avec horreur et qui le réaspire aussitôt. On le manipule, le cri se tait, la lumière redevient supportable. L'air dans ses poumons est de nouveau respirable. Il s'apaise, il s'endort. Il s'endort, oui, mais cette fois il sait qu'il se réveillera. Et au creux de cette certitude, comme en embuscade, le souvenir toujours à vif de ce premier réveil. Merci. Premier chapitre. Premier chapitre, merci Cyril Latour. Est-ce que vous pouvez maintenant nous dire quelques mots des éditions Lamourier? Il y a combien de personnes? Ça se situe dans quelle région? Alors, ils sont basés dans la région de Nice, dans l'arrière-pays niçois, à Coiraz. C'est une maison qui va fêter ses 20 ans cette année, donc qui a bien œuvré dans le domaine de la littérature, qui compte, alors je ne saurais pas vous dire, je pense 150 auteurs, quelque chose comme ça, dont parmi les plus connus, Michel Butor, François Bon, Martin Winkler, et qui m'a fait l'honneur de vraiment de m'accueillir. C'est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Jean Principal et par sa compagne Bernadette Griot, et maintenant Benjamin Taïeb aussi, qui travaillent vraiment tous les trois de manière continue et très exigeante, et ils sont entourés de tout un réseau d'auteurs qui les soutiennent et qui participent vraiment à l'exigence de leur ligne éditoriale. Moi j'ai trouvé là-bas des gens qui ont beaucoup de répondants, mais dans le bon sens du terme. Enfin, les mots sont importants et c'est beaucoup de... Ils publient combien de titres par an, à peu près? Alors là, j'aurais dû réviser. Mais en gros. Je pense qu'une dizaine par an. Une dizaine, ouais. Une dizaine par an, poésie et romans. Et de plus en plus de romans, d'ailleurs. J'ai très peur tout à coup, quand ils écouteront l'émission, de ce qu'ils vont me dire que j'ai dit que des bêtises. Mais non, et vraiment, moi, ça a été... évidemment, je connais pas bien ni le milieu, entre guillemets, littéraire, ni ce que c'est que d'avoir un rapport avec son éditeur, mais je me suis senti accueilli. Et c'est quand on est tout seul chez soi à essayer d'écrire, et quand enfin quelqu'un ouvre les bras en disant « bah ok, bienvenue, ça nous convient », avec un travail et beaucoup de... Il intervient, l'éditeur, dans le texte?
Il y a eu des... Oui, il y a eu une deuxième version. Entre celle que je leur envoyais et celle qui est finalement publiée, il y a eu... je ne saurais pas dire précisément à quoi ça correspond, mais en tous les cas, il y a un sens du travail chez eux, en tout cas avec moi, qui m'aide, moi, à aller beaucoup plus vers là où je veux aller. J'ai l'impression que c'est là que je me dis que c'est une belle rencontre professionnelle et humaine, c'est que j'ai l'impression qu'ils savent mieux que moi où je vais. Et donc ils m'aident à trouver le bon chemin. Êtes-vous sur le projet d'un nouveau manuscrit ? J'aimerais beaucoup. Il y en a... Mais pour l'instant, c'est encore à l'état de projet et c'est encore... ça n'a pas traversé les doigts encore. C'est pas encore passé sur le clavier de l'ordinateur. Et par exemple, ce livre-là, vous l'aviez pensé, à part la fin, vous dites que vous avez changé, mais sinon, vous l'aviez pensé ou vous vous lanciez un peu comme ça ? C'est un peu comme ça, ouais. C'est un peu... comme j'essaye d'avoir une forme de discipline d'écriture, d'écrire régulièrement. Mais vous connaissiez un peu le milieu médical pour écrire ce livre, c'est obligé, oui, quoi. Il y a une part qui vient de mon histoire familiale, personnelle, oui. Ne serait-ce que, on parlait tout à l'heure de l'aumônier, qui est quelqu'un que j'ai connu. Donc c'est pas un vrai travail d'enquête, si ce n'est dans ses propres souvenirs, mais il y a une part comme ça de travail, d'introspection et de recherche, quoi, qui se fait comme ça au moment de l'écriture. Mais effectivement, j'écris pas en sachant par avance c'est pour ça que c'est un travail très long, en sachant par avance où je veux aller. Il y a une part qui se nourrit de l'épreuve de l'écriture. Le fait d'écrire, c'est une manière de sans cesse mettre à l'épreuve l'idée qu'on avait, quoi. Et tout à coup, il faut le fait de la mettre en mots, de la lire, de la relire, de la réécrire, de la re-relire. Voilà, la phrase qui reste à la fin, elle a passé plusieurs épreuves, quoi. Et c'est ce qui fait qu'il peut éventuellement y avoir une phrase après qui vient et voilà, les choses s'enchaînent de cette manière-là. D'accord, ce sera le mot de la fin, Cyril. Je vous remercie d'être venu à Radio Libertaire. Vous avez écouté l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation. Vous pouvez contacter directement l'émission au 145 rue Amelot à la librairie Publico à Paris dans le 11e arrondissement. Vous pouvez aussi la contacter par téléphone au 01 43 71 89 40 ou par mail au mail demosunevoix@voilà.fr. Musique, Erwan.